Il y a une subtilité malherméenne, évidemment, ton propos qui est évident, qui est là tout le temps, et qui nous renvoie, je crois, à la figure hegélienne du négatif, plus exactement en fait à ce non-dogmatique du dogme, cette beauté, cette force insoumise, cette folie de la soumission, enfin, cette grâce, etc. En fait, il y a toute une figure à la fois qui travaille Mallarmé de l'ontologie négative. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne sait jamais ce que c'est parce qu'on est devant un mystère, évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais une utilisation assez redoutable, je dirais, positivement, hein, de Simone Weil, évidemment, dans l'ontologie négative. Et d'autre part, deuxième axe, Mallarmé et Hegel, c'est-à-dire évidemment ce souci malgré tout quand même, alors que rien n'est explicable, qu'il y a du mystère, on continue à avancer pour essayer de dévoiler quelque chose. Et ça donne vraiment quelque chose. Ça me rappelle Jean-Louis Chrétien, je ne sais pas si tu connais, qui travaille sur l'ontologie, sur Saint-Paul en particulier, évidemment, sur ces grandes figures de la grâce, sur des très très belles figures, sur les quantiques des quantiques, etc. Et si tu veux, là où j'aurais une question à te poser, mais au-delà de la félicitation, enfin, des conditions de félicité qu'on a d'écouter, mais presque avec le mot qui me vient, c'est le mot de Derrida, que tu vas peut-être maintenant, mais je ne te le dis pas, tu vois, c'est le mot de mystagogie. Il y a une sorte de mystagogie dans cette espèce d'épaississement, si tu veux, de brouillage, évidemment, où, et là j'en arrive à ma question, tu opposes la faille à l'imagination. Et là je ne serais pas d'accord, parce que là, moi je serais kantien. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, non, stop, on ne peut pas faire l'ontologie de la faille dans ces cas-là, faire de la précarité humaine, de tout ce qui est la difficulté, évidemment, de ce mystère qui fait que nous sommes dans la finitude, parce que l'imagination, chez Kant, c'est ce qui permet le travail entre les catégories, l'entendement et la raison, et que l'imagination, c'est elle qui, d'une certaine manière, nous permet de penser. Et donc là, il y a une rupture, enfin, il y a pas une rupture, il y a une autre position. J'accepte vraiment ta position, parce que je trouve qu'elle est tenable, mais elle me renvoie à ce que j'ai dit, c'est-à-dire en fait une figure de la théologie négative. Alors qu'on trouve chez Blanchot, qu'on trouve, tu vois, c'est so Frenchy, quoi. Voilà. C'est pas une critique. Hein. Non, je l'entends bien et j'accuse réception, je comprends la chose. Ça va être un beau texte. Mais c'est une opposition entre la faille et l'imagination qui va mieux. Oui, mais je pense que c'est juste parce que ce qui opère, ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas la prévision, c'est vraiment la visée active et actante et actée de l'image. Et l'image, encore là aussi, je vais reprendre Pierre Legendre qui dit d'une façon lapidaire l'image, c'est le dogme. Voilà, donc on est dans l'image, on est par l'image, pour l'image, d'une certaine façon, on est rendu à l'état d'une image, mais non pas évidemment image fétiche ou idole, etc. Mais comme quoi, on est vraiment là dans l'action. S'il y a une action possible, elle ne peut pas être ni réfléchie, ni préméditée, ni pensée en fait. Elle est pensée uniquement au moment de l'agir. Donc c'est toute l'importance de la pratique, et notamment de la pratique amateur. Puisqu'on va discréditer les amateurs en disant mais ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est pas, on va discréditer leur production en disant mais ça n'a pas de qualité au regard des critères de qualité ordinaires. Et moi, il me semble que précisément, ce qui fait la grande qualité d'une action possible, et moi je dis que pour moi elle est la seule possible. Et moi je ne me pose pas la question du choix, je n'hésite pas entre plusieurs choix. Je pense que le seul impossible est réaliste, sans verser dans les clichés et les attitudes éculées. Mais que là on est effectivement dans du réel et non pas dans l'abstrait d'une économie, dans ces imageries qui sont autant de placards obstruant les yeux, et que si on veut vraiment avoir une vision du futur ou
ou de la réalité opérante, c'est sûrement pas par l'imagination, c'est par la faille. Mais au risque de la faillite, je ne nie pas qu'il y a un risque, hein, évidemment, mais qui ne verse pas dans la faillite. C'est la raison pour laquelle il faut instituer et reconnaître la nécessité dogmatique. Et ce que fait le logiciel libre, est très intéressant. Et, enfin, je vous invite à voir ça de très près, parce que le logiciel libre, de façon hyper réaliste, le logiciel libre et art libre, à formaliser de façon à ne pas verser ni dans le piratage, ni dans la soumission aux droits d'auteur conventionnels, mais à vraiment être dans la création de logiciels efficients et en phase avec l'économie propre du numérique, a eu le souci de formaliser de façon réaliste et juridique ce qui va le préserver d'une faillite, d'un délabrement ou d'une chose qui serait misérable. Il y a une très grande tenue, à la fois technique, spirituelle, politique, et moi je trouve ça admirable. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais là il y a quelque chose qui tient et qui a vraiment de la beauté. Et quand je vois par ailleurs les productions artistiques qui ont des prétentions à démontrer de leur superbe et de leur valeur, je trouve ça piteux par rapport à l'attitude des hackers du libre qui font des logiciels, qui sont vraiment dans une relation à l'Internet qui est, et là je reprends le mot de Paul Odic, éthique, où c'est pas simplement la fabrication d'une forme qui serait convenable et qui serait satisfaisante d'un point de vue d'essence, mais c'est aussi la question d'une possible éthique et politique, et les choses se croisent là. Et je comprends bien, mais là, je le dis très nettement, pour moi l'imagination, c'est vraiment l'occultation de la réalité opérante, de la même façon que le territoire, et la négation du lieu, de là où ça a lieu. Et là, je veux dire quelque chose. Alors, je l'ai découvert aussi. Territoire, selon le droit canon romain, et c'est le genre qui le dit, c'est intéressant. Selon le droit canon romain, ça veut dire droit de terrifier. Très terrible, c'est terrible. Ah, ouais. Oui, non, mais l'idée, si tu veux, je peux suivre sur l'infaillibilité du faillible. Évidemment, c'est très hegelien, ça encore. C'est l'infaillibilité du logiciel libre. Là où je ne te suis pas, c'est d'un côté, tu as l'apologie de la faille, et de l'autre côté, évidemment, tu ramènes le dogme. Et en fait, le dogme comme régime de la croyance. Et la structure, enfin la suture, pour utiliser un terme lacanien, d'un côté, tu as la faille, de l'autre côté, tu as le dogme. Et évidemment, tu élimines l'imagination, puisque justement, chez Kant, dans le criticisme kantien, c'est-à-dire la faille, c'est ce qui va d'une certaine manière déstabiliser le statut de l'ego, pour faire court, dans sa puissance à construire le criticisme kantien, comme une nouvelle phase de l'homme occidental. Donc on va être dans une sorte de faille du sujet, qui d'un côté, dans sa théologie négative, va avoir besoin d'une métanoïa, d'une conversion, parce qu'il ne peut pas rester dans cette chute impossible, qui va être le retour, disons, violent du refoulé qui est le dogme. Et donc évidemment, tu coiffes la faille par le dogme, c'est-à-dire en fait par le genre. C'est totalement logique, parce qu'en fait, on ne peut pas être dans la croyance, comme dit Hegel. L'incroyable croyance. Donc ça veut dire que d'un côté, tu fais une théologie négative, et de l'autre côté, parce que tu as besoin d'adourir, tu as un rapport à la dogmatique, ce qui est logique. Par conséquent, à mon avis, tu es obligé d'éliminer la position kantienne de l'imagination, qui fait évidemment le chemin et le travail entre les catégories de l'entendement et le sensible. Et donc ça veut dire que c'est ce qui va permettre chez Kant le criticisme, qui écarte la dogmatique, il se réveille de son sommeil dogmatique, c'est-à-dire qu'il met Dieu à distance, alors que toi, d'une certaine manière, tu ne mets pas à distance. Tu le fais revenir par la porte d'une manière théologique, ontothéologique, négative. Tu vois, et c'est joli, c'est vachement joli, parce que tu nous parles de toutes nos traditions, tu nous parles de Saint Paul, tu nous parles des anges, tu nous parles du don, etc. Tout ça, on a bien envie, quand on est dans la posture, disons, critique de Kant. Parce que Kant, tu veux dire, mais on n'a pas envie d'y aller, parce qu'en même temps, c'est ce qui va garantir la liberté. Cela dit, le réveil du sommeil dogmatique, c'est en lisant Hume. Oui. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que l'imagination reste finalement le lien entre, on va dire, l'esthétique transcendantale et l'entendement, mais par contre, c'est un lien qui s'en saute d'une certaine façon.
Et tout à coup autogénéré, sans qu'on sache exactement d'où elle vient, sauf qu'en réalité, on sait exactement d'où elle vient. C'est-à-dire qu'on voit très bien à quel moment il y a une émancipation de l'imagination, qu'on peut repérer assez nettement, c'est ce dont je parlais entière, c'est-à-dire Philostrate, le texte de la Apollonios de Tiane, où on remplace la mimésis par l'imagination. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont le christianisme va se l'approprier. Je pense notamment au texte de Jean Cassien, qui pose la question de savoir comment les moines souffraient de ne plus avoir d'image pour prier sur le Sinaï. Et effectivement, c'était un problème pour eux, parce qu'ils étaient dans une phase iconoclaste, et sans image, ils avaient des difficultés à prier. Et Jean Cassien pose cette question, justement, de l'imagination comme maintien, finalement, d'une sorte de lien. C'est à la fois le lien et la faille, d'une certaine manière, simultanément. Ce qui pose effectivement... le problème de l'imagination chez Kant, il n'y a pas d'image. Il y a une dissociation terrible entre le rôle de l'imagination qui fait le go-between avec le problème de l'image. Et c'est là où, en fait, c'est une posture quand même qui est quand même très importante parce que, effectivement, par ailleurs, l'imagination chez Kant, c'est de la critique qu'on fait de Deleuze d'ailleurs, c'est qu'il ne dit rien des images. Parce qu'il fait l'apologie de l'imagination, mais il ne dit rien des images. Et ça, c'est une sorte de paradoxe, parce que qui va nous dire des choses des images? Les iconoclastes, les iconodoules, tout le fond fidèlement de l'adhésion à la croyance, parce que évidemment, tu as besoin de croire à quelque chose, au fétiche, etc. Qui sont en fait... et moi, c'est vrai que Mallarmé, c'est envoûtant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de litanie de la théologie négative qu'on trouve chez Descartes, qu'on retrouve chez tout un... J'ai eu comme enseignant chrétien, Jean-Luc Chrétien, qui commentait, si tu veux, parce qu'il y a toute cette terminologie du phrasé, comment dire, qu'on retrouve d'ailleurs dans la faille volontairement construite presque de Mallarmé, tu vois, c'est une espèce de discours qui cherche ce que tu appelles l'interdit, qui cherche le son entre le son et le sens, etc. C'est esthétiquement intéressant, mais and so what, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait une éthique là-dessus? Je ne sais pas, mais si tu veux, je reconnais bien des choses j'ai entendu chez Antoine, Moreau est toujours. Ça, je pourrais en parler, mais ce qui me gêne un peu, c'est quand même Mallarmé déjà avait été utilisé par Umberto Eco pour exemplifier la parenté entre les géométries non euclidiennes, enfin cette terre de famille, c'est le terme même qu'Umberto Eco, entre l'époque des géométries non euclidiennes et puis cet espace à une dimension, cet espace ouvert, etc., hiératique et ouvert à la fois, qui est l'espace mallarméen, d'accord. Mais en même temps, à la même époque, presque Lautréamont, dans un autre registre, il dira la poésie sera faite par tous, non par un, etc. Donc on est dans cette espèce d'apogée d'un moment dans la poétique, etc. Et dans les chutes, j'ai envie de dire, pour prendre ton mot dans le livre, au sens presque du désastre, pour employer les termes de Blanchot, mais qu'en est-il de la transférabilité de ce plan-là, d'un processus d'écriture-lecture qui a à voir avec la science et la technique et l'espace commun de son époque, dans l'espace numérique d'une néo-oralité numérisée, qui met en jeu, en effet, qui peut se lire, s'entendre comme le prolongement, la réalisation d'une certaine manière du grand livre et de son infini, parce que beaucoup de gens ont écrit sur les parentés supposées entre Ted Nelson, par exemple, enfin, je sais pas quoi, on a vu dans Ted Nelson un prolongement du mallarméen, sa réalisation avortée, etc. Bref, d'accord. Mais moi, quand même, je pense que je ne veux pas être réac ici, mais il y a quand même... Il y a des niveaux. Il me semble qu'il y a des niveaux qu'on peut confondre un peu, si tu veux. Et je pense que, de la même manière qu'il y a eu un grand débat entre Genette et Nelson Goodman sur la question de savoir si un texte est indépendant de son support ou non, mais c'est une vraie question qui n'est pas tranchée encore aujourd'hui. Et là, je trouve que, alors je n'ai pas la prétention de la trancher aujourd'hui, le singe dactylographe, enfin, on en connaît le texte de Genette, sans doute, dans l'œuvre de l'art. Il n'en reste pas moins cette question. Je trouve que tu l'as, de manière très élégante, en corrigeant tout ça,
finalement, elle est résolue, quoi, voilà, elle est résolue, je trouve, de manière un peu rapide. Or, je considère que là, certains chercheurs, comme David Piotrowski, par exemple, qui est peu connu, qui ont essayé de travailler sur la question à partir d'un schéma inspiré de Yemself, de la forme, du contenu, voilà, etc., ont montré qu'il y a quand même, d'une certaine manière, difficulté à confondre, à mettre sur le même plan, disons, le texte, le support technique, et je trouve que tu prends le risque de verser un petit peu dans des déterminismes, comment dire, la frontière entre déterminisme technique et culturel, tu prends des risques énormes en opérant ce transfert de l'espace malarméen du livre, en gros, à l'espace numérique, réticulé, infini, ouvert, etc. Ce qui est, voilà, c'est audacieux, mais je trouve que c'est un peu vite en besogne. Voilà. Pour compléter, c'est en fait Mallarmé parle du démon de l'analogie. Oui, là, c'est oui, voilà, alors, donc, bon, refermons la parenthèse, par ailleurs, ça très bien. Par rapport, c'est bien, oui. Moi, j'aurais une question à poser à Jean-Paul. C'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les interventions que tu as montrées, finalement, il y a une économie du visible qui... Parce que c'est vrai que c'est très spectaculaire de voir ces images sur les bibliothèques nationales, et en même temps, si on réfléchit en termes d'images, en réalité, des points qui s'éteignent, c'est relativement basique, en fait. Du coup, c'est la théâtralisation, en réalité, qui est importante. Et c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que finalement, il s'agit toujours d'intervention situationnelle, c'est-à-dire où finalement, c'est la production du théâtre qui fait l'œuvre, plus qu'elle fait elle-même. C'est une question que je me suis posée, c'est-à-dire est-ce que d'une certaine façon parce que c'est vrai qu'on peut penser un petit peu à l'esthétique postmoderne du détournement, mais ici j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose d'un petit peu différent, et je me suis demandé si souvent ce genre de choses, comme tu l'as décrit, se produit dans un contexte un peu, disons, d'événements. Et quel est donc le sens de la production du visible, d'une théâtralisation de la vie? C'est-à-dire dans quel processus, on va dire, politico-économique est-ce que ça s'inscrit? Je ne sais pas si ma question est confuse. Non, pas du tout. Alors c'est vrai que peut-être que l'exemple que tu m'as fait, dans la mesure où il se déroule dans le cadre d'un festival, il y a l'autorisation de la mairie, il y a une scénarisation très très importante de ce dispositif-là, donc peut-être cette impression de théâtralisation. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une œuvre à faire, qui n'est pas déjà là, c'est-à-dire qu'on propose un terrain de jeu, on propose un espace d'expérimentation collectif. En ce sens, peut-être qu'il y a une dimension politique parce que les espaces d'expression et d'expérimentation collective sont pas si nombreux, et que là, offrir ça, c'est quelque part mettre la population en situation de s'approprier, de s'exprimer, mais aussi de prendre place, de signer, comme dans le Louis Schlam également, l'espace public. Alors, de signifier sa présence, de s'inscrire dans cet espace. C'est vrai qu'après, ce qui m'intéresse aussi, c'est moins c'est qu'on a affaire à des images à faire, qui sont instaurées collectivement. On a affaire aussi à ce que j'appelle souvent une négociation, une œuvre négociée, d'une certaine façon, qui articule des choses qu'on voit, le côté un peu pauvre, mais à ce moment-là, l'exemple d'Olivier Aubert qui a été signalé lors d'une précédente communication autour du générateur politique, si on le prend dans un sens exclusivement graphique, là encore, c'est assez pauvre, mais si on y greffe à la fois les enjeux de communication, d'expression, de mise en commun de l'acte de faire, en l'occurrence, ou de l'expression, ça prend un tout autre relief. Et ici, ça fait partie d'une série d'œuvres aussi qui articule
Moi, je parle souvent d'une fragmentation de l'œuvre et d'une distribution d'auteurs, parce qu'on n'a pas affaire à un objet constitué, on a affaire effectivement à un peu une œuvre contextuelle, un peu à la Ardenne, mais qui, plus qu'à la Bourneau de l'Institut national, mais qui en tout cas dispose, au sens où on parle de dispositif de plus en plus en art, c'est-à-dire après avoir parlé d'installation, peu à peu on s'est dégagé, l'histoire de l'art s'est dégagé de la vision végétale pour arriver à l'installation, celle des vidéos en circuit fermé, etc. Oui, c'est vrai, si tu veux, pardon de te couper, c'est vrai au niveau d'un constat comme ça, un peu basique, mais pour moi, ça ne va pas de soi du tout. J'ai d'abord le succès des dispositifs d'un strict point de vue, une économie dans le monde de l'art n'est pas du tout avérée. Je ne sais pas si sympathie, bien sûr, général des dispositifs, je ne contestais pas, mais plus sérieusement, je pense que moi, ce qui me pose pour relayer, si on peut, non, mais je ne veux pas te couper, non, mais moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'au fond, comment le dire, je voudrais m'appuyer sur ce que dit Déotte à un moment donné dans un de ses bouquins quand il a essayé de mettre en résonance la notion de dispositif et la notion d'appareil. La notion de dispositif, j'en ai beaucoup, la notion d'appareil. Il dit un appareil, qu'est-ce que c'est qu'un appareil? C'est pas un dispositif, c'est un processus dans lequel des formes symboliques, des formes juridiques, des formes économiques, des formes esthétiques coïncident au service d'une contemporanéité de ceux qui forment le public, le commun, etc. Et cette contemporanéité, il dit, il y a un type d'appareil qui en témoigne, c'est le cinéma. Et le cinéma, il nous fait les uns des autres des contemporains. Parce que nous avons tous vu, je ne sais pas quoi, Jeanne d'Arc de Dreyer, je ne sais pas qui a parlé d'Artaud, bon, peu importe, nous avons tous vu Marilyn Monroe, etc. Il y a une espèce de contemporanéité qu'il ne faut pas confondre avec la simultanéité des regards produites ou coproduites ou interactivement produites par la participation, pardon de employer le mot ici dans un sens un peu dévaluatif, à un même dispositif, disons, de vue comme ça, un peu spectaculaire, de mise en espace, etc. Et je pense qu'il a raison. Et je ne veux pas du tout invalider la présence, la puissance de certains dispositifs dans l'art contemporain, mais les dispositifs dans l'art contemporain, les plus intéressants, sont ceux qui interrogent, qui mettent à la critique la relation de l'intime et du public, justement, qui nous permettent de lire en nous de manière décalée. C'est pour ça que j'ai parlé d'un dispositif tout à l'heure de deux architectes, qui me semblait particulièrement intéressant, parce qu'il intéressait et parce qu'il concernait justement, il mettait en relation la question de la perception objective par les caméras de surveillance ou un cinéaste et la perception subjective qu'on pouvait avoir d'un même espace selon différents points de vue. Là, il y a un véritable travail qui est celui de toute œuvre, qui nous permet de lire en nous, y compris de manière critique, un peu comme le dit Proust dans La prisonnière, et comme d'ailleurs Deleuze a repris cette idée-là. L'œuvre d'art, c'est ce qui nous permet aussi de lire en nous-mêmes et de composer des mondes à la fois singuliers, cette singularité collective dont on parlait tout à l'heure dans la multipartie, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, c'est ça. Et ces grosses machines, dispositifs à avoir en commun le même truc, j'ai envie de dire, je préfère les feux d'artifice, ou alors je préfère aller voir Coldplay, donc tu vois, je viens de voir. Il y a une nouvelle qui est terrible de Borges, c'est le thème du traître du héros, parce que en réalité, elle démontre complètement ce genre de choses, puisque à la fois il y a complot, donc les théoriciens du complot ont raison, mais les apparences sont sauvées et complètement sauvées. Et là, vraiment, c'est merveilleux, c'est-à-dire tout marche. Et effectivement, ça pose la question de la théâtralisation, qui nous opposerait à la théâtralité, on va dire, au départ, effectivement, le théâtre est né dans un contexte politique plutôt proche de l'appareil, une vieille qui s'oppose au cinéma. Voilà. Et là, on n'est pas dans l'appareil au sens de Déotte, on est dans le dispositif, presque au sens d'un panopticon, heureux, et à mon avis. Alors, cela dit, si on fait la généalogie aussi du concept de dispositif, il est problématisé par Foucault, certes, dans la figure d'un déterminisme technique, celui du panopticon, etc. Il est ensuite repris par Barthes dans un texte dans la revue Communication en numéro 48 en 88, qui est passionnant sur le cinéma d'ailleurs, qui place l'expérience cinématographique comme une expérience interactive avant l'heure déjà, puisqu'il montre que l'obscurité de la salle, la soustraction lumineuse, la projection d'un projecteur distant à l'écran, l'œil discriminant, le fait qu'on arrive aussi avec des cultures, un savoir, des connaissances, et qu'on partage ce moment s'abstrayant du réel tout en étant en train de jouer le jeu de la fiction,
Pour moi, il y a des dispositifs aujourd'hui dans l'art numérique qui permettent ça. C'est vrai. Et pour moi, le fait de signer est loin d'être anecdotique. Il est inscrit aussi dans une histoire de l'expression, de la communication, y compris de l'intime, à travers la signature, à travers l'acte de signer. Alors, il se joue certainement des dynamiques aussi qui échappent, cette fois peut-être moins à la théâtralisation. Je suis d'accord qu'il y ait des dispositifs dans l'art numérique qui soient un peu, souvent, qui prennent la participation dans un sens négatif. Mais il y a une dimension spectaculaire de ce que l'on voit, et il y a aussi tout ce qui se joue au sens intéressant du terme jouer du dispositif, déjouer le dispositif, jouer en collectif de ce dispositif, être dans l'espace public à ce moment-là et partager aussi un rituel, une expression collective qui me semble quand même quelque chose de pas souvent. Les micro-maisons dont tu as parlé sont beaucoup plus audacieuses. Je suis d'accord qu'il y a des degrés comment dire, de participation, mais pour moi, la culture, y compris celle du street art, du graphe, de l'occupation de l'espace urbain, avec toute la logique qui vient derrière, qui d'ailleurs est la logique aussi empruntée au mouvement du logiciel libre, etc., et de cette mise à disposition d'autrui, de techniques qui habituellement sont propriétaires, d'espaces qui sont propriétaires, sur lesquels on ne peut pas intervenir et s'exprimer. Je trouve qu'il y a une dimension politique qui est pas inintéressante. Alors c'est vrai que, pour le coup, l'exemple d'ici même est intéressant, sauf que il y a aussi ces effets pervers ou ces travers, parce que le public, le non-public d'ailleurs, qui n'est pas un public convoqué, contrairement à l'exemple du Chaos Computer Club, va traverser cette installation. Là on parle d'installation, on pourrait parler de dispositif illuminé, mais pour moi un dispositif c'est à la fois un programme enfoui d'interface qui permet le dialogue et puis des contenus qui sont produits, coproduits, et c'est ça qui compose le dispositif avec l'expérience qu'il peut y avoir de cet agencement particulier, de cette articulation entre programme, interface et message, contenu. Enfin, les artistes savent pas trop qu'on parle de message et de contenu, donc on peut interroger ça. Oui, ils sont interloqués. Ils ne sont pas toujours interloqués, c'est-à-dire que le problème c'est qu'ils ne peuvent pas communiquer sur le projet. Ils ne peuvent pas, du coup, parce qu'ils démasqueraient la mystification, ils essaient, eux, en tant qu'acteurs du théâtre, de générer une émotion qui pourrait être une émotion critique, réflexive, quelque chose, mais auquel ils ne peuvent pas non plus répondre, et du coup, il y a quand même pas mal de gens qui passent à travers. Alors ils se disent, c'est pas grave, on ne peut pas non plus le mandat, c'est pas que ce soit efficace à tous les coups, ou même efficace tout court, c'est de générer, là encore, une perception, une prise, et il développe des prises qui sont, voilà. Mais c'est quand même un projet qui a aussi ouais. Parce qu'on est proche c'est de l'archi-réalité, mais on est proche quand même de quelque chose qui, on ne sait pas très bien où se situe bon bref. Moi, j'ai une question par rapport à ton présupposé de départ, c'est de faire œuvre commune. Ok. Moi, ce qui est posé comme ce qui va devenir commun. Après, tu as ton analyse évidemment classique, d'ailleurs, pas classique, ta posture, que moi je trouve très bien, c'est-à-dire pragmatique, définir l'action située de l'œuvre, de ne pas supposer que l'œuvre soit déjà là, de ne pas rentrer dans l'esthétique de la réception. Parfait. Par conséquent, ma question est la suivante. Tu nous parles d'une instauration avec un clivage public-privé que moi je questionnerais plus, d'ailleurs, tu sais, dans ta typologie, mais ça je pense que toi, ce que tu nous as proposé, espace réel, espace RAM, etc., bon, ça c'est discutable. Je pense que d'emblée, tu vas montrer l'opposition entre espace public et espace privé, me pose une question. Mais la question plus générale, ça serait celle suivante. Est-ce que tu ne penses pas qu'à travers les 6 œuvres que tu nous as présentées, on aurait une sorte d'échec, d'échec, ou du moins la fragmentation des œuvres dont tu en parlais, pour moi c'est un échec de se justement faire œuvre en commun. J'en prends pour témoignage 2 choses. Le Chaos Computer Club, qui d'une certaine manière était en fait historiquement un lieu de la révolte et de la subversion. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent une façade de la BNF. Ok les gars. Mais ils ne détournent même pas. Enfin, ils font de Mumuse sur une variante du feu d'artifice, en fait, en faisant que le public puisse varier un petit peu ce qui va s'afficher à l'écran. Auquel cas, est-ce qu'on n'aurait pas là ce que j'appellerais une impuissance, une sorte d'impuissance
de cette subversion qui a fait œuvre commune, c'est face évidemment à la signature individuelle, qui est un régime, si tu veux, qui s'est mis en place à la Renaissance, au Concours, tu vois, l'émanation d'artistes, produits d'ateliers, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, tu vois, le questionnement, c'est ce que j'avais cité comme texte tout à l'heure, c'est le questionnement sur le statut d'artiste, quoi. Et si on pose la question à quoi bon les artistes aujourd'hui, je pense que l'idée, pour plein, c'est pour faire retourner. Il y a quelques artistes qui ne sont pas si nombreux, qui savent renverser la technique pour questionner cette situation du commun, sans verser dans la trivialité, si tu veux, d'une participationnite, au sens d'une maladie, tu vois, du XXe siècle. C'est pour ça que j'étais un peu remonté tout à l'heure, mais... Tu lis simplement, moi je lis en ce moment, j'ai acheté l'autre jour une thèse de Maurice, sur art et artisanat. Quand tu lis Rustin, Maurice, tous ces gens-là, sur l'ajustement des signes et des choses dans le monde industriel, et la manière dont, au fond, la perte de la participation symbolique, elle est aussi liée à cette, non pas du tout la perte de la main, mais la perte de cette relation extrêmement productive, du point de vue d'une économie de la contribution d'époque, entre l'artiste et l'artisan. Et il y a un artiste qui aurait pu, selon Sylvie Collier, qui est une de nos collègues, je ne sais pas si vous la connaissez, Sylvie Collier, qui a écrit un remarquable texte dans le bouquin de Lafargue. Elle fait une critique, mais vitriole, de l'artiste belge, comment il s'appelle, Windelbois, dans la manière dont il se réapproprie, mais d'une certaine manière, de manière un peu ironique, le travail des artisans, tu sais, dans ces cathédrales gothiques, etc. Et elle dit que Windelbois, d'une certaine manière, est un artiste qui va à contre-courant des exigences de son temps, pour reprendre ce que disait